souvent quand j'ai besoin de justifier le pourquoi de la Fondation pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. J'aime bien comparer Alzheimer avec le cancer, car en réalité, il s'agit de deux pathologies que vous connaissez, qu'on connaît assez bien, en tout cas le cancer, et qui, en termes de santé publique, impactent de la même manière. Le cancer, vous avez 380 000 nouveaux cas par an, et plus de 60% peuvent prétendre à la guérison. Alzheimer, c'est 225 000 nouveaux cas par an et 0 traitement. Donc vous voyez, il y a du boulot. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes ici. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles. Et c'est une de ces bonnes nouvelles qui est la question qu'Agnès me posait tout à l'heure. À âge constant, il y a aujourd'hui moins de risques de développer la maladie d'Alzheimer aujourd'hui qu'avant. Et alors ça, c'est un peu contre-intuitif parce que dès qu'on parle d'alimentation, de pollution, voire même de cancer, on nous explique toujours qu'aujourd'hui, c'est bien pire qu'hier. Eh bien, pour l'Alzheimer, paradoxalement, c'est l'inverse. Et je vais vous l'expliquer tout à l'heure au fur et à mesure de cette conférence. Et puis, il y a également une autre bonne nouvelle qui avait été annoncée par Bruno Dubois tout à l'heure, qui est que si on retarde de 5 ans la maladie d'Alzheimer, eh bien, on diminue par 2 le nombre de patients. Pour plusieurs raisons, mais une qui saute aux yeux, vous avez compris, c'est une pathologie qui a tendance quand même à toucher les gens en fin de vie. Et donc, si, eh bien, les gens décèdent avant que la maladie ne se déclare, eh bien, ça diminue le nombre de patients, évidemment. Mais ce que l'on souhaite, c'est vivre longtemps sans la maladie d'Alzheimer. Alors, avant toute chose, j'aimerais vous présenter un peu le cadre. Le cadre, c'est que on travaille sur cette pathologie depuis 40 ans, on commence à savoir un certain nombre de choses, mais il ne vous aura pas échappé que le cerveau est un organe extrêmement complexe et qui n'a pas du tout percé ses mystères. Et alors, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, notre problème, c'est que finalement, c'est une pathologie qui touche énormément de monde, 900 000 en France, mais dont les causes nous restent aujourd'hui très méconnues. Mis à part quelques formes familiales qui sont, grâce à Dieu, rarissimes, où c'est entre 0,5 et 2 ou 3%, plus d'autres formes où il y a on va dire des causes génétiques qui sont un peu plus clairement définies. Bon, grosso modo, à part 5% des cas où les gènes interviennent. Pour le reste, ce sont des formes dites sporadiques pour lesquelles on manque sérieusement d'informations. Ce que l'on sait, et qui a été déjà dit, c'est que Alzheimer est une maladie plurifactorielle. Alors c'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle dès lors qu'on est chercheur. Parce que ça veut dire que quand on a trouvé quelque chose, eh bien, on est loin d'être arrivé à la solution. C'est une des raisons pour lesquelles on vous a annoncé dans la presse urbi et orbi que avoir une gencive en mauvais état pouvait être un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer, mais on vous a dit également 6 mois auparavant que c'était l'herpès. On vous a expliqué aussi à un autre moment que ça pouvait être d'autres causes. En fait, tous les 6 mois, on nous sert une nouvelle cause de la maladie d'Alzheimer et on finit par se demander, mais que se passe-t-il? Mais parce que cette maladie est multifactorielle, tous ces facteurs interviennent peut-être d'une manière ou d'une autre, mais ne sont jamais suffisants. Il en va de la maladie d'Alzheimer comme d'un quintet perdant. Si vous avez les 5 facteurs dans l'ordre, vous êtes sûr d'avoir la maladie d'Alzheimer. Si vous avez les 5 facteurs dans le désordre, vous l'aurez peut-être à 75 ou 80 ans. Si vous avez 3 facteurs dans l'ordre, vous l'aurez peut-être à 85 ans. Et si vous avez 3 facteurs dans le désordre, vous l'aurez peut-être pas du tout, ou vous l'aurez peut-être à 95 ans, en étant un peu schématique. Mais ça vous permet de comprendre que c'est très très compliqué, et que, eh bien, les possibilités d'avoir une maladie d'Alzheimer sont multiples, et donc comprendre le mécanisme de cette pathologie est extrêmement difficile.
Avant de parler de prévention, j'aimerais vous situer un peu de quoi il est question. Nous avons coutume en médecine de parler de deux types de prévention. La prévention primaire et la prévention secondaire. Pour être très schématique, on dira que la prévention primaire, c'est la prévention qui évite que la maladie n'apparaisse. Et la prévention secondaire, c'est la prévention qui permet de diagnostiquer précocement la maladie. Je reprends l'exemple du cancer. Prévention primaire, j'évite d'avoir un cancer. Par exemple, je ne vais pas fumer pour éviter le cancer du poumon. Prévention secondaire, je vais essayer de diagnostiquer le plus tôt possible, par exemple avec un scanner low-grade de la cage thoracique, les premières lésions du cancer pulmonaire. Pour ce qui est de la maladie d'Alzheimer, c'est pas du tout aussi simple. Et ça, c'est très important parce que c'est ce que je vais vous dire va être une grille de lecture pour toute la suite. Jusqu'à présent, les orateurs qui m'ont précédé vous ont expliqué, et ça c'est bien de le comprendre, que la maladie d'Alzheimer est une pathologie qui est sous-tendue par l'agrégation anormale, pathologique, de deux protéines, la protéine tau et la protéine bêta-amyloïde. Je pense que vous avez compris ça. L'accumulation de cette protéine se fait très lentement, très progressivement. Et les symptômes ne vont pas apparaître d'emblée. On a une phase dite préclinique pendant laquelle les protéines vont s'accumuler lentement dans notre cerveau à notre insu. Notre cerveau va compenser, va essayer de réparer. Quand il y aura des réseaux défectueux, d'autres vont essayer de prendre la place grâce à un mécanisme qu'on appelle la plasticité neuronale. Eh bien, ça, c'est tout à fait essentiel parce que quand on parle de prévention, est-ce qu'on parle de la phase qui précède les premiers signes cliniques, la phase pendant laquelle la protéine s'accumule de manière insidieuse, et est-ce qu'on va aider le cerveau à compenser sans pouvoir empêcher l'accumulation de cette protéine, ou est-ce qu'on va être dans la phase dite clinique où les premiers symptômes apparaissent et on va éviter que ces symptômes ne se développent trop rapidement, prennent trop d'ampleur. Aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement de la phase préclinique, car une des raisons pour laquelle les médicaments dont Bruno Dubois vous a parlé, ce médicament qui permet de débarrasser le cerveau des protéines bêta-amyloïdes, est inefficace sur les symptômes, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas les outils diagnostiques qui nous permettent de donner ce produit très très en amont, quand le sujet n'a que des plaques amyloïdes, mais pas de symptômes, car on ne sait pas qui de ces sujets avec des plaques amyloïdes seront éligibles pour la pathologie et ne le seront pas. Et donc, c'est très compliqué de savoir exactement ce qu'il y a lieu de faire. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que nous réfléchissions ensemble aux approches qui nous permettent d'aider le cerveau à lutter contre l'apparition des symptômes dès lors que les protéines s'accumulent insidieusement dans notre cerveau. Alors, il y a deux facteurs de risque sur lesquels je ne vais pas m'appesantir, mais qui nous permettent de comprendre un petit peu mieux la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer. C'est l'âge et les facteurs génétiques. Pourquoi est-ce qu'ils nous intéressent moyennement? C'est qu'en termes de prévention, je crois qu'il ne vous aura pas échappé que c'est un peu difficile de lutter à la fois contre l'âge et contre les facteurs génétiques. Mais ça nous permet de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'Alzheimer se développe aussi vite dans nos pays développés, en dépit du fait qu'à âge constant, la prévalence de cette maladie diminue décennie après décennie? C'est que vous avez de plus en plus de gens éligibles pour cette pathologie, car nous avons le privilège, et j'insiste là-dessus, dans nos sociétés modernes, de vivre de plus en plus longtemps.
plus vous aurez des gens qui vont atteindre 85-90 ans, plus vous aurez de gens éligibles pour cette pathologie. Même si à cet âge-là, l'incidence ou la prévalence va diminuer décennie après décennie, il en demeurera pas moins que le chiffre absolu va augmenter. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, l'âge nous permet de comprendre pourquoi, eh bien, dans nos sociétés, le nombre de patients croît. Et il nous permet aussi de réaliser que plus on est âgé, plus le risque augmente. Pour probablement un certain nombre de raisons, mais une très simple, c'est que comme il faut entre 10 et 15 ans d'accumulation de cette protéine anormale pour que la maladie se déclenche, eh bien, on comprend bien que si la maladie se déclenche à 70 ans, avant 85 ans, eh bien, il ne se passera pas grand-chose. Et si elle se déclenche à 80 ans, eh bien, les premiers symptômes apparaîtront à 90 ans. Et donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle, eh bien, si on décède avant, on ne saura pas qu'on était porteur de la maladie d'Alzheimer. Deuxième facteur, les facteurs génétiques. Je suis un peu moins optimiste que Bruno Dubois lorsqu'il nous a dit tout à l'heure que, à part les formes familiales, dans les formes sporadiques, le facteur génétique est, on va dire, inexistant. Il existe, mais il est faible. Vous voyez, il augmente de 1,5% votre risque d'avoir la pathologie. Mais comme, par rapport à vos parents, votre prévalence d'avoir cette maladie au même âge qu'eux diminue, in fine, ça équilibre. Si vous avez deux parents qui ont été atteints, évidemment, le risque augmente un petit peu plus. Il y a d'autres facteurs génétiques qu'on connaît assez bien, qui sont les facteurs liés au gène de l'apolipoprotéine. Ce gène intervient, on va dire, dans le métabolisme de la protéine bêta-amyloïde. Et on sait que certains porteurs d'une allèle particulière vont être protégés, probablement ça accélère l'élimination de cette protéine anormale, et d'autres, au contraire, vont être à risque. Mais pourquoi est-ce qu'on ne propose pas systématiquement aux gens de faire ce dépistage? C'est parce que même si vous avez deux allèles de l'apolipoprotéine 3 ou 4, le généticien ne pourra en aucun cas vous dire vous êtes sûr à 100% d'avoir la pathologie. Donc, est-ce qu'on a envie de faire un diagnostic 10 ans avant l'apparition d'une maladie et de s'entendre dire que le risque est élevé, certes, mais on ne peut pas vous le certifier? Moi, personnellement, je préfère m'en passer. Il y a également un autre gène qui nous intéresse, c'est le gène sexuel. Les femmes, après 80 ans, sont plus nombreuses à être atteintes de cette pathologie que les hommes, pour probablement des raisons génétiques, qui sont liées en partie au déficit en œstrogène. À la ménopause, la sécrétion d'œstrogène naturelle chute de manière drastique. Et on pense que les œstrogènes protègent les neurones. Dès lors qu'il y a une baisse d'œstrogène, les neurones sont moins protégés et probablement se défendent moins bien contre l'accumulation de cette protéine bêta-amyloïde. Ça signifie que les personnes sous traitement hormonal sont mieux protégées que sans traitement hormonal? Non. Voilà. Bon, fallait poser la question quand même. Oui, Agnès, la question était pertinente. La question est très pertinente. Et effectivement, c'est la première des choses à laquelle les chercheurs ont pensé. Ils ont fait des études et ils se sont rendus compte qu'en réalité, non, ça ne protège pas. Ce qui veut dire que le facteur hormonal n'est probablement pas le seul. Il doit y en avoir d'autres qu'on n'a pas encore parfaitement identifiés. Alors, après, pour terminer avec les facteurs génétiques, on en a isolé une vingtaine qui sont tous intéressants. Aucun ne nous permettent donc de vraiment faire avancer les choses en termes de prévention, mais on a identifié des gènes qui les uns protègent et les autres ont tendance à précipiter l'apparition de la maladie. Alors, pourquoi? Eh bien, je vais vous l'expliquer avec la suite de l'exposé et en arrivant sur d'autres facteurs qui, eux, sont beaucoup plus intéressants parce que ce sont des facteurs sur lesquels nous pouvons intervenir. Ce sont des facteurs
qui vous permettent, vous, au quotidien, eh bien, d'agir pour vous protéger contre cette pathologie, éviter de l'avoir peut-être, sans qu'on en soit complètement sûr, mais en tout cas, si vous êtes porteur sain, on va dire, ou porteur sans signe clinique, eh bien, d'aider votre cerveau à réparer le plus longtemps possible. Et ça, c'est tout à fait essentiel pour comprendre, au fond, de quoi il est question dès lors qu'on parle de prévention de la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, on ne sait pas la cause de cette pathologie, donc on ne sait pas encore vraiment comment empêcher la maladie de démarrer. En revanche, on a identifié des comportements qui permettent d'aider ou au contraire qui empêchent le cerveau de lutter contre l'évolution de cette pathologie qui va rester sans signe clinique pendant de très nombreuses années. Ces comportements, certains vont aider le cerveau à être plus performant, donc compenser avec plus d'efficacité la destruction des neurones. D'autres, au contraire, vont empêcher le cerveau eh bien, de compenser et donc vont être des facteurs précipitants. De quoi s'agit-il ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que la prévention de la maladie d'Alzheimer n'a pas d'âge. Elle peut commencer très très tôt. Je dis souvent, pour un peu frapper l'imagination et me faire entendre, que la prévention de la maladie d'Alzheimer, elle commence en CP. Entre un gamin qui va apprendre à lire et à écrire correctement et qui pourra ensuite faire des études supérieures, qui aura ensuite la chance d'avoir un métier stimulant intellectuellement, il va développer ce que nous appelons dans notre jargon une réserve cognitive qui lui permettra 70 ans plus tard eh bien, de lutter plus efficacement que le gamin qui, lui, ne sachant pas lire ni écrire, fera un travail peut-être plus manuel, moins stimulant, qui sera peut-être même d'un niveau socio-culturel moins élevé et qui sera sans doute plus à la peine pour lutter contre l'évolution de cette pathologie 70 à 80 ans plus tard. Entre un ouvrier agricole et un prof d'université qui vont déposer les premières protéines bêta-amyloïdes de leur cerveau au même moment, on va dire à 70 ans, l'ouvrier agricole aura des symptômes cliniques à 80, tandis que le prof d'université les aura à 85. Pourquoi ? Parce que, le prof d'université aura une réserve cognitive, c'est un terme qui désigne en fond cet enchevêtrement incroyable de ces 100 milliards de neurones entre eux. Cet enchevêtrement sera beaucoup plus dense, plus efficace, il aura une plasticité neuronale plus efficace qui permettra donc de compenser l'évolution inexorable de cette pathologie. À un âge, on va dire, plus avancé, la vie adulte, entre 20 et 60 ans, on a identifié également des facteurs qui sont pour les uns des facteurs de risque, pour les autres des facteurs protecteurs. Donc facteur de risque, c'est tout ce qui gêne le cerveau. Facteur protecteur, c'est ce qui, au contraire, l'aide. Alors, il y a la sédentarité. Ça, c'est un de mes dadas. J'aime bien parler de la prévention également du vieillissement pathologique. Et comme il y a Véronique de Villèle qui était si présente, elle est là encore ou pas, je ne sais pas, elle doit être quelque part. Je ne peux pas donc m'empêcher d'insister là-dessus. L'exercice physique est bon pour la santé de nos neurones. Alors il est vrai que quand on voit certains de nos footballeurs, on peut s'interroger, mais je vous le précise et j'insiste là-dessus, si vous voulez donc vous protéger contre le vieillissement en général et la maladie d'Alzheimer en particulier, il faut vous imposer tous les jours un minimum d'exercice physique. Pourquoi ? Parce que notre cerveau est parcouru par des millions de petits vaisseaux qu'on voit à peine, qui apportent en permanence à cette masse gélatineuse qu'on a entre les oreilles, de l'oxygène, du glucose et énormément de métabolites. Notre cerveau, qui pèse à peu près un 50e à un 60e du poids du corps, consomme 20% de l'oxygène. Et cet oxygène, il arrive comment ? Par les vaisseaux. Et si on veut entretenir donc notre réseau vasculaire, il faut faire de l'exercice. C'est tout à fait essentiel. Donc, la prévention de la maladie d'Alzheimer, c'est la lutte contre la sédentarité. Et si on est sédentaire, c'est pas une bonne idée. Après, vous avez le diabète, l'hypertension artérielle.
l'hypercholestérolémie et le tabagisme, que j'appelle les bourreaux du cœur. C'est tout ce qui lèse, encore une fois, ce réseau vasculaire qui est très dense et très fin et très fragile. Vous avez la dépression et le stress qui ne sont pas très bons non plus. Ne soyez pas trop inquiets, tout le monde a été stressé un jour, tout le monde a pu aussi connaître un état dépressif. Ce sont vraiment les états dépressifs chroniques, mal traités, qui sont à l'origine de, on va dire, qui sont des facteurs de risque. Pourquoi? Parce que, là encore, ils entravent la plasticité neuronale. Ils empêchent notre cerveau de fabriquer de nouveaux réseaux dès lors que certains sont altérés par le dépôt de ces protéines anormales. Vous avez les traumas crâniens, donc bon, je vous déconseille de vous mettre à la boxe après 50 ans. Vous avez également les troubles du sommeil. Ça, on en a pas mal parlé, et c'est assez récent. On a compris que le sommeil jouait un rôle important, eh bien, dans la prévention de la maladie d'Alzheimer et même dans le vieillissement cérébral tout court. Quand on dort, Lionel Nakache nous a montré à quel point, eh bien, notre cerveau restait actif, et en particulier les hippocampes qui retravaillent toutes les informations de la journée. Mais on sait également que pendant le sommeil, le cerveau va éliminer un certain nombre de molécules toxiques, dont les protéines bêta-amyloïdes. Donc si on dort bien, eh bien, on s'en trouve mieux. Donc il faut être assez attentif à son sommeil, d'autant plus que physiologiquement, il a tendance à se dérégler. Je vois que Avant d'attaquer les facteurs protecteurs, dans la salle, il y en a qui voudraient bien rallonger la liste des facteurs de risque. Alors vous allez nous dire ce que vous en pensez. On y va. Par exemple, le fait d'avoir pris pendant plus de 25 ans des grosses doses de Temesta. Ah ben oui. Donc on en a parlé tout à l'heure. Les benzodiazépines, qui sont les tranquillisants, et la famille mère des tranquillisants et des hypnotiques. Beaucoup de gens s'interrogent sur, eh bien, le rôle de ces molécules sur la prévention ou au contraire, justement, le risque de la maladie d'Alzheimer. Les autorités, alors on va dire entre guillemets à juste titre, se sont alarmées du fait que les Français sont les champions du monde de la consommation de benzodiazépines par habitant. Faut le savoir. On a d'abord été les champions du monde de la consommation d'alcool pur par habitant jusque dans les années 60. Et puis, voilà, pendant que la consommation d'alcool baissait, la consommation de benzodiazépines a cru. Je pense que l'un compensait l'autre, parce que tout le monde sait que l'alcool, au fond, ça détend. Eh bien, aujourd'hui, on est très gros consommateurs, ce qui n'est pas une très bonne idée, effectivement. Il faut essayer de s'en débarrasser, essayer de se détendre autrement. Mais il est vrai que, eh bien, la prise de ces hypnotiques, de ces benzodiazépines, de ces tranquillisants peut être, eh bien, un problème par rapport à la maladie d'Alzheimer. Mais vous avez entendu tout à l'heure ce qu'on vous a dit. On vous a dit que probablement, quand on prend ces produits de manière permanente à des doses élevées, ils ne sont pas des facteurs qui vont faire apparaître la maladie d'Alzheimer, mais probablement ils entravent, encore une fois, la capacité de notre cerveau à créer de nouvelles synapses dès lors que certaines disparaissent. Donc ils entravent la plasticité neuronale qui permet au cerveau de compenser quand cette maladie est en train d'évoluer sans signe clinique. Donc ça freine un peu cette capacité. Mais, compte tenu du fait que quand on ne dort pas, on est également en risque pour la maladie d'Alzheimer, on se trouve devant un arbitrage, qui est de savoir, est-ce qu'il vaut mieux dormir avec des benzodiazépines ou être totalement insomniaque sans? Et c'est là où je réponds in medio stat virtus. Il faut trouver une solution. Il ne faut pas diaboliser les benzodiazépines, mais il ne faut pas non plus, je pense, abuser de leur consommation. Peut-être on peut trouver de la méditation, de la relaxation, d'autres choses pour... Aujourd'hui, on dispose de plein de techniques non médicamenteuses pour essayer de trouver le sommeil. Elles existent, et dès lors que vous passez par des phases un peu difficiles dans votre vie, vous avez le droit de prendre un hypnotique de temps en temps. Idéalement, il faut essayer de le prendre, quand on est un petit peu obligé, pas plus de 1 à 2 fois par semaine. Si c'est votre cas, tout va bien. Pas de problème, vous pouvez continuer. Si c'est tous les jours, il y a un moment où il faut essayer de trouver autre chose. Autre question, les intestins, le cerveau, le microbiote intestinal, est-ce que ça peut avoir un lien pour majorer les troubles cognitifs et majorer le risque d'Alzheimer? Oui, c'est très à la mode. Je crois qu'il faudrait qu'on approfondisse un peu la question,
avec quelques recherches bien menées pour pouvoir répondre sérieusement. Ce n'est pas clair. Le refus de l'agitation perpétuelle actuelle, est-ce que ça, ce serait un facteur protecteur de réussir à se mettre, de pas se mettre dans de l'agitation? L'hyperactivité. Oui, le stress, Le j'imagine. stress, en fait, c'est une manière de me parler du rôle du stress. Oui, le stress, dès lors qu'il est aigu, ou du moins, ou même chronique, mais à un niveau élevé, peut, là encore, empêcher nos neurones de fabriquer les synapses dont ils ont besoin pour réparer d'autres circuits défectueux. Donc le stress est un facteur de risque, mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on ne devrait plus avoir peur de pousser la porte du psychothérapeute, que ce soit un psychiatre ou un psychologue, pour parler de son stress. Et il y a énormément maintenant d'approches non médicamenteuses pour gérer au mieux ces situations. Est-ce que le fait de passer son temps sur le smartphone, l'ordinateur, la télévision, ça peut accentuer le risque d'Alzheimer? Peut-être parce que du coup, on voit moins de gens, on est moins socialisé? Difficile de répondre à cette question, mais la télé, c'est vrai si c'est 10 heures par jour avec en mangeant des chips, c'est pas une très bonne idée, dans un fauteuil confortable. Mais la télévision, c'est aussi une fenêtre sur le monde, c'est une manière de rester au courant des choses. Donc, quand elle est gérée à bon escient, moi, je pense que c'est plutôt un facteur stimulant. Quant à l'ordinateur, c'est la même chose. Si vous avez la capacité de vous brancher sur le net et de communiquer activement avec vos proches, de vous renseigner, de rester au courant des choses, je pense que c'est très bon pour la réserve cognitive. Il ne faut pas en abuser, c'est tout. Et le dernier, le facteur du mode de vie qui s'altère avec la retraite. Est-ce que la retraite, c'est un facteur d'Alzheimer? Le fait d'arrêter de fréquenter ses collègues, d'avoir moins de relations sociales. Ceci dit, est-ce que c'est obligatoire? Tout dépend de la manière dont on prend sa retraite. Effectivement, si on arrête tout, pas bonne idée. Parce que on retombe dans ces facteurs de risque qui sont la sédentarité. Et alors, donc Agnès, me permet de sauter à la diapo suivante, qui est après 60 ans. C'est-à-dire au moment de la retraite. Au fond, que se passe-t-il? Vous verrez que les facteurs de risque sont à peu près les mêmes. Bourreau du cœur, dont on parlait tout à l'heure, le diabète, le tabagisme, la sédentarité. La surdité, c'est un vrai sujet, surtout chez les hommes, car elle touche à peu près 30% des hommes, et très peu acceptent de s'appareiller avant d'être un peu sourdingue. Ce qui est une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Parce que plus on est appareillé tôt, plus on freine le déclin de l'audition. Et qui dit audition qui décline, dit aussi la zone du cerveau qui est dévolue à l'audition qui va rétrécir quelque part, si j'emploie une métaphore. Donc si on veut lutter contre Alzheimer, il faut avoir les bonnes oreilles pour rester au contact. Je vous rappelle que la surdité est un des premiers facteurs de risque de la dépression. L'isolement social, les troubles du sommeil. Et donc, la retraite, c'est un vrai privilège aujourd'hui. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les hommes et les femmes disposent, entre le moment où ils cessent de travailler et le moment où ils rentrent dans la grande vieillesse, de 10, 15, 20, 25 ans de vie où on peut être physiquement en forme, intellectuellement également, d'avoir quelques moyens et d'avoir du temps. C'est extraordinaire. C'est aussi une des raisons pour lesquelles l'incidence de la maladie d'Alzheimer diminue génération après génération. Pourquoi les hommes et les femmes aujourd'hui de 80 ans sont moins nombreux à avoir la maladie d'Alzheimer que la génération qui les a précédés? Parce que ils sont plus nombreux à avoir fait des études, des métiers stimulants et avoir s'être maintenus en bonne santé et avoir après la retraite eu la possibilité de garder leur cerveau en éveil. Donc, on ne met pas son cerveau à la retraite, on est physiquement et intellectuellement actif dès lors qu'on veut lutter contre Alzheimer. Les facteurs protecteurs, le temps passe, hélas. Les facteurs protecteurs, l'alimentation est un sujet qui revient régulièrement. Donc oui, il faut avoir une alimentation équilibrée. On vit dans un pays qui est merveilleux pour ça parce qu'on a une cuisine qui est très variée, qui propose énormément d'aliments qui sont bons pour la santé et bons pour le cerveau. Donc il faut le faire. Alors attention, c'est comme toujours,
on se rend compte qu'il faut rester toujours un petit peu raisonnable. Il y a un bon exemple, ce sont les oméga 3. On nous explique que les oméga 3 se trouvent dans les poissons. Donc il faut manger des poissons, surtout des poissons gras, c'est-à-dire les poissons des mers froides, le hareng, le thon, le saumon, les sardines. Ok ? Alors c'est bien, mais pas tous les jours. Pourquoi ? Parce que si vous en mangez tous les jours, on s'est rendu compte que ces poissons détiennent des taux relativement élevés de métaux lourds. Et donc, vous allez d'un côté vous protéger contre l'Alzheimer, mais de l'autre précipiter d'autres pathologies, puisque vous allez accumuler du plomb, de l'arsenic et autres cochonneries dans votre organisme. Donc, le thon, le saumon, très bien, 2, maximum 3 fois par semaine, mais pas au-delà. Pas du sushi tous les jours. D'accord ? Une petite minute encore. Bon, eh bien voilà, j'ai presque fini, puisque je pense que j'ai un petit peu, je vous ai donné la philosophie de mon intervention. C'est que vous comprenez bien que finalement, pour prévenir la maladie d'Alzheimer, il faut aimer la vie, il faut en profiter, rester curieux des choses et être actif. Et dès lors, vous mettrez un maximum de chances de votre côté si vous êtes malheureusement porteur de ces lésions, de retarder l'apparition de cette lésion et de vivre encore de très bonnes années devant vous. Voilà, merci de votre attention. Merci, docteur Ladoucette. On a encore quelques questions pour vous, mais vous reviendrez tout à l'heure pour y répondre. Je vous avais promis de partir en voyage. C'est le moment, bouclez vos